qu'il y avait quelque chose qui arrivait de Chine qui était importé, mais au final, je ne savais même pas ce qu'il y avait dedans. C'est-à-dire que je prenais un risque aussi avec ma vie et ma santé, mais à ce moment-là, je m'en rendais même pas compte. J'étais tellement, on va dire, au bout du rouleau que pour moi, je prenais le risque entre guillemets. Si ça fonctionnait, très bien. Si ça fonctionnait pas, bon tant pis. Et voilà, si il y avait des séquelles ou autres, tant pis. À ce moment-là, je réfléchissais même pas, quoi. Bienvenue dans ce nouveau numéro de La Tête dans le Guidon, le podcast qui questionne le cyclisme les mains sur les cocottes. Aujourd'hui nous accueillons une cycliste française, Marion Sicot. Professionnelle depuis 2016, elle a récemment été au cœur de l'actualité après l'annonce d'une suspension de 2 ans pour dopage. Pour elle, cette sanction est pourtant une bonne nouvelle car elle augure la fin d'une longue affaire de harcèlement au sein de son ancienne équipe belge, Dolcini Van Eyck. Comment en est-elle arrivée à cette prise de PO en juin 2019 ? Elle le raconte aujourd'hui sans honte et souhaite aider les cyclistes victimes de ce type de harcèlement et fragilisés par un milieu cycliste encore très précaire. Près d'1 an après sa prise de parole dans l'émission Stade 2, elle revient sur cette vie cycliste, ses travers et ses bienfaits. À la sortie de mon CM2, je devais faire un stage avec des amis dans un parc de loisirs et il n'y avait plus de place. Ma mère s'y était pris trop tard et il restait plus que de la place dans le stage de la ville pour le vélo. Et donc elle m'a inscrit, elle est revenue à la maison en me disant voilà, il n'y avait plus de place et donc je t'ai inscrit à la semaine de stage au vélo. Et moi, je lui avais dit non, c'est nul le vélo, j'irai pas. Puis finalement, elle m'a obligé un petit peu comme ça pour sortir du canapé, je dirais, de l'été. Et au final, j'ai vraiment accroché durant cette semaine. Et donc, à la suite de cette semaine, j'ai pris ma licence à l'âge de 11 ans. Et je pense que sinon, j'aurais jamais fait de vélo pour moi. Ok. Et c'était tout de suite cyclisme sur route, vous n'avez pas tenté le VTT, le cyclocross, ce genre de choses ? Non, oui, c'est... Le club auquel j'ai fait le stage était vraiment spécialisé dans la route, donc j'ai pas essayé d'autres disciplines. Après, plus tard, j'ai essayé un petit peu le cyclocross, mais bon, je suis pas très technique, on va dire. Donc c'était plus pour m'amuser et plus pour passer l'hiver, quoi. Mais vraiment, ma discipline de prédilection, c'est la route. Et qu'est-ce qui vous passionne justement dans le cyclisme sur route ? Qu'est-ce qui fait que vous avez envie de rouler comme ça tous les jours ? La passion, c'est, on va dire, de faire des longues sorties, des fois d'aller d'un point A à un point B, ça c'est vraiment super. De regarder les paysages, on va dire que sur route, on a plus l'opportunité de faire des longues distances que sur le VTT parce que la vitesse est moindre. Et après, il y a aussi l'effort vraiment qui me plaît. C'est-à-dire, voilà, on est seul avec sa machine, on va dire, et donc, faut se donner à fond. Et le résultat, même si c'est un sport d'équipe, quand on passe vraiment à haut niveau, ça fait vraiment partie plus d'un effort individuel avec les jambes. C'est-à-dire que si on est fort, on est devant. Et on n'a pas les jambes ce jour-là, normalement, on n'est pas censé être devant, quoi. On dit souvent, voilà, le cyclisme, c'est un sport individuel qui se court en équipe. Pour vous, malgré tout, il y a ce concept de l'individualité qui reste quand même prédominante sur le travail collectif finalement. Oui, parce qu'après, on va dire que s'il y a Après, je pense que c'est différent suivant la difficulté des étapes. On va dire qu'un sprinter, même s'il n'est pas très en forme et que son équipe travaille, mais que au niveau tactique, il est très fort, il pourra gagner. Après, je veux dire, dans l'école, les leaders, même si les coéquipiers travaillent, à un moment donné, il faut qu'ils prennent ses responsabilités pour aller chercher la victoire. Et donc, s'il n'est pas bien, il va pas pouvoir aller chercher la victoire, alors que s'il est bien, au contraire, il va pouvoir justement fructifier le travail de ses coéquipiers. Donc, je pense que il y a vraiment cette distinction-là, plutôt suivant les difficultés des étapes. Est-ce que ça vient aussi du fait que vous aimiez un peu plus justement tout ce qui est vallon, un peu montagne, qui fait que justement c'est plutôt cette philosophie de grimpeuse qui prévaut chez vous ? Oui, c'est ça. Moi, voilà, j'affectionne vraiment les parcours qui sont difficiles, vraiment où on peut faire plus de différence.
Après, il y a aussi le côté que j'aime pas forcément frotter. Donc, forcément, quand il y a des difficultés d'école ou des bosses, on va dire que du coup, le peloton s'écrème plus facilement. Et donc, après, c'est plus facile de faire sa place pour aller chercher ensuite un résultat. Comment vous en êtes venu justement à ensuite aller vers une carrière professionnelle de cycliste sur route parce que surtout dans le peloton féminin, on sait que c'est très compliqué, où il y a peu de place malgré tout. Qu'est-ce qui vous a amené à pousser vers cette carrière? J'ai vraiment, on va dire, attrapé le virus, comme on peut dire, du vélo. C'est-à-dire que voilà, j'ai accroché de plus en plus année après année. Après, j'ai été dans un sport-études dans mes années de lycée. Et j'ai passé de fil en aiguille les échelons. J'ai eu ma première sélection du coup en équipe de France à l'âge de 18 ans. Et puis après, je me suis très vite pris au jeu et j'ai voulu aller de plus en plus haut pour toujours progresser et aller faire des courses qui font tant rêver, quoi. Dans votre carrière professionnelle, vous avez été dans plusieurs équipes, notamment chez Bourgogne, chez Footton. C'était compliqué d'obtenir justement des contrats dans un peloton professionnel? Oui, on va dire c'est difficile. Après, particulièrement en France, il y a vraiment maintenant qu'une équipe qui est censée être professionnelle. Après, moi, voilà, je pense que j'ai des capacités, mais je suis pas non plus une très grande championne. Donc forcément, après, il faut essayer de s'expatrier à l'étranger, mais c'est difficile aussi, entre guillemets, d'avoir un contrat, parce que j'ai des résultats, je pense, voilà, corrects, mais voilà, comme j'ai dit, je suis pas une grande Van Vleuten ou autre, et donc après, c'est plus difficile d'avoir un contrat et de pouvoir déjà essayer de vivre de son sport, quoi. Et comment vous êtes arrivé à Dolcini Vanek justement est-ce que c'est l'équipe belge qui vous a contacté ou est-ce que c'est vous qui êtes allé justement entre guillemets démarcher plusieurs équipes et dire voilà ce que je vous propose entre guillemets mon CV et est-ce que cela pourrait mener à un contrat? On va dire que c'est un peu du hasard. Quand j'étais à Footton en 2016, j'avais vu du coup l'équipe d'Olchini avec son directeur sportif autour de San Luis en Argentine début janvier à sa création. Et du coup, bon, moi, voilà, j'étais contente de pouvoir parler, on va dire, français avec des personnes et on avait un petit peu échangé et après on était resté en contact. Et donc, fin 2017, je leur ai demandé voilà, s'ils avaient une place potentiellement pour moi. Et donc, ça s'est fait comme ça, quoi. La première saison justement chez Dolcini se passe pour vous assez bien ou déjà vous dites je me sens pas forcément au top dans cette équipe? Non, ça se passe bien. Après, voilà, c'était une année, on va dire, un petit peu d'apprentissage avec certaines courses. Voilà, j'ai mis un petit peu de temps au début de saison. C'est vrai que moi, le début de saison, j'ai toujours un petit peu de mal. Voilà, je sais que j'ai toujours un petit peu de quelques petits kilos en trop et tout, mais qui à chaque fois, je sais très bien les gérer et je veux dire que j'arrive en forme pour mes objectifs toujours. Donc souvent, voilà, le début de saison, j'ai un peu plus de mal et après, au fur et à mesure, je monte en pression et là, c'est ce qui s'était passé. Donc au fur et à mesure où l'équipe a plus pu compter sur moi, on va dire, pour aller chercher des performances et pour aider mes coéquipières, on va dire, courant de l'été et fin de saison. Et au début de saison, c'était vraiment plus une année d'apprentissage où j'ai été en Turquie, où j'ai fait aussi des classiques belges. Donc voilà, j'ai découvert un peu les pavés, qui n'est pas forcément on va dire dans mes qualités, mais c'était vraiment une année d'apprentissage, quoi. Malgré tout, Dolcini Vanek, voilà, ça restait une équipe, on va dire, de second niveau par rapport au reste du peloton féminin. Est-ce qu'il y avait quand même une pression justement sportive déjà dès cette première année à essayer de vous dire voilà il faut absolument enchaîner les victoires? Non, voilà, comme vous avez dit, c'était une petite équipe, hein. C'était une équipe de deuxième division. Donc après, voilà, il y avait le but forcément d'aller chercher une performance, mais on n'allait pas, par exemple, dans une Coupe du Monde pour aller chercher la victoire. On savait très bien déjà qu'on n'avait pas le niveau nécessaire. Mais après, voilà, on essayait de mettre une petite tactique en place. L'année 2018, voilà, il y avait Sophie Deveus qui marchait très bien. Donc on essayait voilà de l'aider un peu au maximum de ce qu'on pouvait pour qu'elle aille chercher une performance, puisque c'était elle vraiment qui pouvait aller décrocher des victoires, on va dire, dans les courses qui étaient difficiles, quoi. En 2019 par la suite, où là ça a été une année beaucoup plus compliquée pour vous, qu'est-ce qui a cassé entre guillemets durant l'hiver ou est-ce que vous n'avez rien vu venir entre guillemets et voilà il y a eu un moment au niveau de votre directeur sportif
des comportements beaucoup plus indélicats à votre rencontre? On va dire qu'il y a eu plusieurs facteurs qui sont rentrés en compte. Déjà, l'année 2018, voilà, pour mon contrat, donc j'ai accepté, bien sûr, parce que j'étais super contente, mais derrière, il y avait aussi un contrat secret disant que voilà, je devais payer tous mes déplacements, c'est-à-dire les billets de train, les billets d'avion, des fois aussi les déplacements en Ce qui est voiture. illégal. Ce qui est illégal justement en UCI, puisque en UCI, normalement, les frais de déplacement sont pris en charge par l'équipe. Donc voilà, Mhm. déjà j'avais accepté ça en 2018 parce que voilà, j'étais ravie et heureuse de pouvoir participer, on va dire, aux plus belles courses. Et donc fin 2018, pour moi, voilà, j'avais quand même montré quelques preuves. J'étais tout le temps, je faisais souvent partie du premier front. Voilà, j'avais Mhm. vraiment pu aider Sophie, notamment en fin de saison. J'avais obtenu, bon, certes, c'est pas une grande place, mais une 30e place à la Coupe du Monde de Plouay en aidant Sophie. Et voilà, en arrivant juste derrière pour la place dans le top 15. Et Mhm. donc, je pensais que voilà, pour 2019, j'avais discuté avec Marc Brun qui m'avait dit que normalement, voilà, il pensait me reconduire. Et puis après, j'avais pas de nouvelles. Et donc, voilà, il me faisait miroiter un petit peu qu'il avait beaucoup de propositions et que j'étais en balance avec une autre fille. Mais que, on va dire, pour que ça soit moi qui soit choisi, voilà, fallait que je continue du coup avec ce contrat secret en payant mes frais de déplacement et ainsi aussi, voilà, vendre deux vélos donc au prix de 1 250 € chacun, donc pour avoir 2 500 € ou sinon que j'amène un sponsor à 2 500 €. Donc Ah oui. voilà, je pense que c'était étape après étape. Il a vu en fait ma motivation vraiment pour rester dans l'équipe. Et donc, voilà, moi, j'ai cherché pour vendre ces deux vélos. Donc, en fait, c'était toujours plus, au final, qu'ils me demandaient. Et Mhm. donc, j'ai réussi à vendre ces vélos. Du coup, bon, bah, j'ai signé le contrat. Et ensuite, voilà, il y a eu, du coup, une nouvelle demande. Mais là, c'est passé encore un cap au-dessus en demandant, voilà, des photos de moi en sous-vêtements. Donc, je pense que, voilà, c'était, comme j'ai dit, il faisait vraiment étape après étape pour voir, bah, jusqu'où je peux aller avec elle, entre guillemets, pour, bah, jusqu'où à dire non ou pas, ou enfin Mhm. il a testé ma motivation en se disant bah voilà, peut-être voilà, je peux obtenir des choses plus facilement avec elle parce qu'elle est tellement passionnée par le vélo qu'elle a du mal à dire non. Cette campagne de harcèlement de la part de Marc Braque, est-ce que vous en avez parlé aussi avec vos équipières Non, c'est voilà, j'avais honte pour moi. Enfin, c'est quelque chose qui est pas facile à dire et à parler. Déjà même à mes proches, voilà, c'est quelque chose que j'ai mis beaucoup de temps à dire. Voilà, dire que voilà tous les lundis en principe pour devoir courir, eh ben, on est obligé de se mettre en sous-vêtements pour son directeur sportif. C'est quelque chose ouais, qui est pas facile à dire. Et voilà, j'avais honte. Je me disais que c'était de ma faute. Pourquoi il me demandait ces photos pour moi, c'était plus au final parce que j'avais fait quelque chose de mal que plutôt me placer en tant que victime, quoi. Que se passait-il si vous décidiez, par exemple, de rompre votre contrat à ce moment-là? Bah, le problème, c'est que voilà, rompre un contrat, ça, c'est quand même assez mal vu en termes on va dire, des équipes bah, aux alentours, quoi. Je veux dire, quand on casse un Mhm. contrat en plein milieu de saison, déjà, ça veut dire qu'on retourne dans notre club. Et après, voilà, fallait pas se cacher. J'avais 26 ans. J'aurais jamais retrouvé un autre contrat UCI. Pour moi, voilà, comme j'ai dit, hein, j'étais pas une grande coureuse, hein. Voilà, généralement en Coupe du Monde, voilà, je faisais, on va dire, plutôt première partie, mais voilà, sur 120-130 concurrentes, j'étais vers la place de 40, donc c'était difficile de se démarquer par rapport à d'autres filles. Et donc, Mhm. qui dit casser un contrat, disait aussi un petit peu peut-être casser aussi un rêve de rester en équipe UCI, quoi. C'est ce rêve qui vous a finalement mené à le fait que vous décidiez donc de commander de l'EPO sur Internet et d'en prendre justement, donc c'était à la mi-saison 2019. Comment est-ce que vous en êtes justement arrivé à décider de commander comme cela des produits dopants? Est-ce qu'on on vous a conseillé? Est-ce que vous avez décidé de vous-même? Ben, on va dire que c'est voilà, c'est la passion un petit peu excessive. Comme je vous ai dit, voilà, à chaque fois, il me demandait toujours un peu plus. Donc, bah, fin d'avril, les photos se sont arrêtées. Et ensuite, au mois de mai, voilà, j'ai le tour de Burgos. J'attends à l'aéroport. Il y a personne qui est prévu pour me chercher. J'attends des heures. Je me dis, ouais, au final, enfin, personne est là. Après, pendant le Tour de Burgos, je suis pas massée sur une étape. Je demande à Marc Braque justement d'avoir des explications. Il veut pas m'en donner. Donc c'est quelque chose au fur et à mesure en fait qui va me dégoûter de ma passion et je me dis
Du coup, mais comment je peux avoir la même estimation que les autres pour lui, quoi. Enfin, il me considère vraiment au final comme une moins que rien et il a aucune considération pour ma part. Donc c'était assez difficile à vivre. Et donc je me suis dit comment je peux sortir de là? Il faut que j'aille chercher une performance pour qu'on va dire qu'il me laisse tranquille et que voilà quoi, je sois autant considéré que les autres. Et donc voilà, j'ai eu ouais, cette mauvaise idée hein, de me dire pour aller chercher une performance, faut peut-être que je prenne un produit dopant et comme ça j'obtiendrai un beau résultat et après il me laissera peut-être tranquille. Un peu de respect, entre guillemets. Voilà, c'est ça, un peu de respect. Voilà, c'est vrai que par rapport aux autres, voilà, il y avait une différence, on va dire, de traitement. Donc voilà, quand c'est sûr que c'était quelque chose qui était de plus en plus lourd à porter, quoi, de payer ses frais de déplacement, voilà, d'avoir des fois des considérations qui étaient vraiment limites. Et donc j'ai vraiment décidé, mais vraiment seule, quoi, de commander de l'EPO sur Internet. Hein. Voilà, comme j'ai tapé tout simplement achat EPO sur Internet et malheureusement sur Internet on peut vraiment tout trouver. Et donc je suis tombée sur un site chinois et oui, voilà, c'est ça, en quelques clics, voilà, en 2-3 minutes, au final, je me suis retrouvée à commander de l'EPO et au début, c'est vrai que c'est quelque chose de virtuel, mais après, voilà, quand le produit arrive et que c'est concret, on se dit, waouh, on va peut-être franchir la zone rouge et c'est vrai que c'est quelque chose qui était contre mes valeurs et au final, j'étais tellement à bout qu'au final, j'ai fait une grosse bêtise, quoi. Surtout que c'est aller loin, entre guillemets, dans son rapport avec son corps, parce que c'est pas simplement des pilules à prendre, vous avez quand même dû prendre une seringue, la mettre, etc. Vous en parliez justement dans le reportage que vous avez fait avec Stade 2, donc en mars 2020, que vous aviez fait cette piqûre dans le ventre et que c'était presque vu comme une sorte de suicide sportif, finalement. Oui, c'est ça. Après, j'ai été suivie par un psychologue. Voilà, c'était une sorte de suicide sportif voilà, dans le ventre aussi. Ça correspond aussi des fois que voilà, à ma prise de poids. Donc Mhm. voilà, c'était entre guillemets donner une piqûre assez bourrée, quoi. C'était imagé. Et voilà, c'était quelque chose de fort, surtout qu'au final, voilà, je prenais le risque aussi. Il y avait quelque Mhm. chose qui arrivait de Chine qui était importé, mais au final, je ne savais même pas ce qu'il y avait dedans. C'est-à-dire que je prenais un risque aussi avec ma vie et ma santé, mais à ce moment-là, je m'en rendais même pas compte. J'étais tellement, on va dire, au bout du rouleau que pour moi, je prenais le risque entre guillemets. Si ça fonctionnait, très bien. Si ça fonctionnait pas, bon tant pis. Et voilà, si il y avait des séquelles ou autres, tant pis. À ce moment-là, je réfléchissais même pas quoi. Justement, à ce niveau-là, comment vous vous êtes ressenti dans les jours qui ont suivi cette prise de PO par rapport justement à votre performance à ce moment-là, donc c'était le championnat de France du contre-la-montre, et les jours qui ont suivi. Au départ, juste après ma prise, forcément, hein, je me suis sentie sale. Hein, voilà, c'est quelque chose. Voilà, le vélo pour moi c'était assez symbolique et donc j'ai franchi cette fameuse zone rouge et voilà, c'est quelque chose où t'en es pas fier. Après, j'ai assez vite, on va dire, switché entre guillemets puisque les championnats de France arrivaient puisque c'était 3 jours après. Donc Mhm. ma prise c'était le lundi 24 juin, du coup le jour de mon anniversaire qui restera bien sûr gravé. Et donc les France étaient le 27 juin, le contre-la-montre. Et je me suis pas vraiment, on va dire, posé de questions. Voilà, j'ai fait le contre-la-montre. J'arrive on va dire, dans les résultats que j'ai l'habitude de faire au contre-la-montre, c'est-à-dire dans le top 10. Et Mhm. du coup, après, bon voilà, j'ai été contrôlée à ce moment-là, donc sur un contrôle antidopage. Et après, il y a eu le France Route, où voilà, c'est quelque chose de tactique. Voilà, le titre, il peut jouer à pas grand-chose. On va dire, j'ai le niveau pour avoir le titre, mais après, c'est tactique. Et je me suis dit, au final, j'ai les mêmes sensations. Voilà, les capteurs de puissance, j'avais les mêmes watts et tout. Je me suis dit, au final, mais ça fonctionne pas, quoi. Ça marche pas, quoi. Mhm. Et donc, le dimanche, quand je suis rentrée, voilà, j'ai pris les fioles qui restaient. Puis bon, je les ai mis à la poubelle, quoi. Ça vous a pas donné envie de justement retenter par la suite? Vous avez dit, voilà, tant pis, j'ai testé une fois, ça fonctionne pas, j'ai déjà pris un trop gros risque pour la suite. Je me suis dit, ça vaut pas la peine. Voilà, quand je l'ai fait, faut se dire que oui, se mettre une piqûre dans le ventre, quand des fois on voit les infirmiers ou autres, par exemple, nous prélever le sang et tout, on a l'impression que c'est facile. Mais quand on le fait à soi-même, qu'on n'a pas l'habitude, c'est assez compliqué quoi, de se transpercer la peau. Voilà, j'ai mis plus de 30 minutes à le faire
et je voulais entre guillemets pas revivre ce calvaire que j'avais pu faire, même si bien sûr j'étais fautive à ce moment-là et voilà, je l'assume, mais pour moi voilà, je me suis dit bah en final ça fonctionne pas et j'arrête là quoi, j'arrête les dégâts maintenant quoi. Est-ce que vous pensiez toujours quand même malgré tout à vous entraîner, à penser aux compétitions entre votre contrôle qui a eu lieu lors du contre-la-montre et la révélation de votre test positif? Est-ce que malgré tout, dans la tête, on arrive encore à se concentrer sur ce qu'on doit réaliser sur la suite de la saison? Non, non, c'est vraiment assez compliqué. Voilà, le vélo, au final, il me dégoûtait de plus en plus, quoi. Quand on regarde son vélo avant de partir à l'entraînement et qu'on se met à pleurer devant, on se dit que, voilà, il y a un souci. Donc, j'essayais d'agir un peu en mode robot, en me disant, bon, bah voilà, je suis le planning. Mais il y avait clairement plus d'envie, quoi. Il y avait plus envie de se faire mal, il y avait plus envie de se dépasser, plus envie d'aller faire des heures et tout. Voilà, je repoussais des fois certains horaires au niveau des entraînements. Je me disais, je pars à 14 heures, puis au final, je partais, il était 15 heures ou 16 heures. Donc, c'était vraiment de plus en plus compliqué. Même si, du coup, peu de temps après les France, voilà, je suis partie dans d'autres compétitions. Donc, j'ai essayé de me forcer, mais l'envie, elle y était plus, quoi. Et la révélation de votre test positif, en plus, elle arrive à un moment aussi, un autre moment marquant, parce qu'on est juste avant la course by le Tour, qui est quand même si c'est pas la course la plus importante de la saison au niveau médiatique, ça reste un événement très important. J'imagine que pour vous aussi, ça a été encore un coup dur en plus à se dire, là, il y a tout qui arrive sur moi. Oui, voilà, je pense que c'est le jour, on va dire, l'un des plus durs de ma vie, hein. C'était le 18 juillet, voilà, 2019, hein, je m'en rappelle. D'ailleurs, voilà, pour rien vous cacher, je me suis fait un tatouage justement avec cette date-là parce que ça fait partie de mon histoire. Et voilà, quand on vous annonce au téléphone, voilà, vers 13h30 que il faut que vous regardiez votre boîte mail parce que vous avez reçu un mail de l'Agence française de lutte antidopage, là, il y a tout qui s'écroule, quoi. Et donc voilà, c'était à Pau, la veille de la course by le Tour, qui est, voilà, comme vous avez dit, une course hyper médiatique avec le Tour de France bah, qui est juste après nous. Et voilà, quand du coup vous lisez ce mail et que au final vous dites mince, voilà, ça y est, tu t'es fait prendre et qu'est-ce que tu vas faire maintenant et voilà, ça a été des heures et des heures voilà, de trous noirs, sachant qu'en plus, voilà, moi du coup j'étais venue avec ma voiture, j'avais fait 700 km seule pour venir jusqu'à Pau parce que voilà, je suis, j'étais peut-être voilà, cycliste professionnelle, mais du coup voilà, non rémunérée, je payais mes frais de déplacement et donc là j'étais venue en voiture. Donc c'est-à-dire que bah, au retour, plusieurs fois, voilà, je me suis dit mais tourne le volant et puis ça sera fini et puis t'en finiras avec ta vie parce que voilà, il y avait tout qui s'écroulait. Le vélo c'était vraiment ma passion et je l'avais sali et voilà, c'était difficile du coup de se dire mais que vont penser ta famille, que vont penser les autres, qu'est-ce que tu vas faire après de ta vie tout simplement quoi. J'imagine que pour vous, le plus compliqué, c'était aussi par rapport à vos proches, comme vous le disiez, qui étaient les premiers qui vous ont poussé un peu au vélo avec ce stage. Comment ça s'est passé justement avec vos proches? Bah, c'est quelque chose voilà, qui est pas facile parce que eux, ils m'ont vu voilà, m'entraîner dur, être vraiment passionné, vraiment, on va dire, manger vélo du matin au soir. Et donc, voilà, quand il faut annoncer à ses proches que voilà, t'as franchi cette zone rouge et que tu t'es dopé, c'est l'un des moments les plus durs. Parce que bah, du coup, tu te dis, mais tu les déçois, comment ils vont réagir? Et donc c'est assez compliqué. Après, bah faut le faire, mais voilà. J'ai dit vraiment que, on va dire le minimum. Et derrière, j'ai pas parlé du harcèlement que j'avais vécu et tout. Et j'ai plutôt, on va dire, caché et vraiment on en a parlé voilà pendant 10 minutes. Et après mes parents, voilà, savaient que j'avais bien du coup bien sûr pris de l'EPO. Mais c'était, on va dire, un sujet assez tabou jusqu'à temps que bien sûr ça soit dévoilé après par la presse et que après bah voilà faut que je passe fallait que je passe à l'étape supérieure en disant vraiment bah tout ce qui s'était passé et que je dise vraiment toute la vérité quoi. Justement, vous parliez donc de la révélation du contrôle positif dans les médias. Au début, dans les premiers articles qui en parlaient, justement, vous ne souhaitiez pas trop en parler au niveau de ce test positif. Vous évoquiez aussi le fait qu'il était possible que ce soit parce que vous aviez vos menstruations à ce moment-là. Et puis finalement, c'est seulement
7 mois plus tard, justement dans le reportage de Stade 2, que vous évoquiez tous ces problèmes de harcèlement qui vous ont conduit jusqu'à ce geste fatal. C'est justement vos proches et un certain suivi psychologique qui vous a permis de vous libérer, de pouvoir enfin parler. Oui, voilà, après, j'ai appris mon contrôle le 18 juillet. Après, voilà, c'est sorti dans la presse le 20 septembre. Mais faut savoir, voilà, que, on va dire qu'entre septembre et mars, où je parle vraiment, on va dire, publiquement, je le dis vraiment la vérité à mes proches, on va dire, à partir du 14 octobre, où là, voilà, tous mes proches, mon entourage, savaient vraiment toute la vérité, entière entre ma prise de PO et ensuite, bien sûr, le harcèlement que j'avais pu subir. Mais le souci, c'est que voilà, mes dossiers étaient en cours. Et après, c'était compliqué, on va dire, de parler publiquement. Voilà, c'était quand même un lourd secret. J'avais envie vraiment de parler, hein. C'était, voilà, pour moi, je me disais peut-être que mes dossiers de sanctions vont peut-être se clôturer, on va dire, fin 2020. Et au final, ça a tardé. Enfin, fin 2019, pardon. Et ça tardait. Et donc, voilà, chaque jour, je me disais, j'aimerais bien le dire, mais comment le dire? En fait, je voulais vraiment parler une fois et vraiment tout dévoiler. Et donc, voilà, il y a eu cette opportunité de passer à la télé le 8 mars. Par le biais d'un journaliste et par le biais d'Antoine Vaillé. Et c'est eux vraiment qui ont pu me sortir, on va dire de ce mensonge que du coup, bah, tout le monde savait très bien que voilà, c'était un mensonge. Mais le problème, c'est que oui, c'est sûr que ça faisait long peut-être publiquement pour les gens, mais voilà, comme j'ai dit, je voulais vraiment parler qu'une fois, me justifier une fois et après essayer de tourner la page. Et je voulais vraiment faire ça entre guillemets pour que tout le monde sache, quoi, parce que c'était vraiment quelque chose qui me pesait. J'étais vraiment pas bien. C'était compliqué chaque jour de vivre avec ce secret. Il y avait des personnes qui me demandaient, voilà, sur les réseaux et tout, bah, où en est ton affaire et tout. Et moi, je voulais leur dire, mais voilà, j'avais la crainte après que tout se dévoile et que du coup mes dossiers peut-être se bloquent suite à ça. Justement, on parlait des réseaux sociaux. Dans le reportage de Stade 2, vous évoquiez justement les menaces de mort que vous avez reçues, les commentaires insultants, des pensées suicidaires qui vous traversaient justement à l'époque. Ça a été assez traumatisant. Est-ce que, à l'époque, vous disiez, voilà, j'ai toujours ces commentaires sur moi, sur mon téléphone. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez encore cela? Et est-ce que le reportage puis le jugement vous ont finalement permis de remonter la pente psychologiquement? Oui, aujourd'hui, je vais beaucoup mieux. Je veux dire, ces messages-là, je les ai plus. Voilà, quand vous voyez sur les réseaux sociaux, faut la brûler vive, pendons-la. Je me dis, ouais, Pour une cycliste, quoi. pour une cycliste, au final, j'avais vu une fois une personne qui disait, un sportif, je sais plus lequel, on est traité pire que des criminels et parfois c'est vraiment ce qu'on peut ressentir. Parce qu'au final, voilà, quoi que je sache, je me suis fait vraiment du mal et qu'à moi-même. Voilà, comme j'ai dit, j'ai rien volé au niveau des performances sportives. Voilà, sur le capteur de puissance, c'est resté identique. Voilà, c'était vraiment voilà quelque chose. Bah, c'est sûr, hein, j'ai commis une faute et je l'assume et puis voilà, j'en paye les conséquences. Mais voilà, c'était pas quelque chose, on va dire, d'organisé, fait depuis des années ou autre. Et quand on voit ça sur les réseaux, voilà, c'est des coups de poignard qu'on reçoit un petit peu à chaque fois, et j'en ai pleuré, et c'était voilà, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Et maintenant, voilà, je vais beaucoup mieux. Maintenant, voilà, j'essaye de vraiment me détacher des réseaux sociaux. Là, suite à mon annonce du coup de ma suspension de 2 ans, voilà, j'ai eu beaucoup plus de soutien. Après, j'ai regardé un petit peu, j'ai vu, certes, hein, il y en a de façon normale des commentaires négatifs, mais voilà, j'y attache beaucoup moins d'importance. Et je me dis, bah voilà, si ces personnes comprennent pas, bon bah tant pis, mais faut vivre et puis faut se reconstruire. Vous avez eu donc une suspension de 2 ans, donc qui a été confirmée en ce début d'année par l'Agence française de lutte contre le dopage. Normalement, pour l'EPO, quand vous avez contrôlé positif ou positive à l'EPO, c'est une suspension de 4 ans, et donc ici elle a été réduite de 2 ans. Suite notamment donc le communiqué de la FLD qui reconnaissait le comportement humiliant à connotation sexuelle de Marc Braque, donc votre ancien manager chez Dolcini, et son harcèlement sexuel.
Est-ce que du coup, le fait que l'AFLD reconnaisse cela vous rassure quant aux suites qu'il peut encore y avoir par rapport aux poursuites contre Marc Braque? Oui, c'est sûr que voilà, quand j'ai reçu le 5 janvier cette bonne nouvelle, hein, faut pas se le cacher, c'était vraiment un soulagement. Je me suis dit, voilà, ils ont compris mon histoire. Je veux dire, ils ont vraiment compris dans sa globalité. Voilà, je suis passée à la commission de sanctions voilà, le 16 décembre. Voilà, il y avait 12 jurés. On a discuté pendant plus de 2 heures. On a, avec l'aide de mon avocat, voilà, démonté point par point. Ils m'ont écouté, ils ont posé beaucoup de questions, enfin, ils se sont intéressés à mon histoire. C'est-à-dire que voilà, ils ont pris le temps de connaître vraiment toute l'histoire et on va dire, comme vous avez dit, normalement EPO c'est censé être 4 ans, mais voilà, des fois il y a des cas différents et c'est ça vraiment que je leur en remercie, c'est-à-dire que ils ont pris le temps de m'écouter et de voir que voilà, chaque histoire est différente. Et donc de dire que voilà, là c'était une histoire vraiment différente du coup avec le harcèlement que j'avais subi. Voilà, ça a été démontré aussi que j'avais bien fait qu'une prise. Tous ces points m'ont permis d'avoir que 2 ans de suspension et c'est quelque chose qui est vraiment super pour moi pour ma reconstruction. Et après voilà, comme vous l'avez dit, il y a encore 2 dossiers qui ne sont pas terminés. Et donc voilà, ça m'aide pour continuer, on va dire, ces 2 combats sur les dossiers et je vais pas lâcher. Et voilà, quoi, c'est quelque chose, on va dire que le chapitre, voilà, je pourrais vraiment le tourner quand tous les dossiers seront clôturés. Il y a eu justement d'autres plaintes contre Marc Braque qui sont arrivées devant la commission disciplinaire de l'UCI. Est-ce que vous avez eu des contacts justement avec les autres filles qui avaient témoigné contre le manager? Oui, donc il y a une autre plainte avec une américaine donc, qui s'appelle Sarah Humans. On se connaissait pas du tout. On a communiqué ensemble un petit peu parce que voilà, avec l'UCI, c'est assez difficile d'avoir des communications, d'autant plus qu'elle, elle a pas pris d'avocat. Donc, euh, donc voilà, des fois, elle me demande des nouvelles. On essaye de se soutenir, on va dire, parce que bon, il y a toujours cette attente. Hein, c'est ça en fait qui est le plus long, on va dire, à supporter. Et, et voilà, on espère voilà avoir bientôt normalement, ça devrait tomber voilà courant du mois de janvier normalement ce qu'ils nous ont dit, mais on n'en est jamais sûr et on n'a vraiment pas de nouvelles de l'avancée. Et c'est un petit peu ce que reproche, on va dire, mon avocate. On sait que la plainte à l'UCI a été retenue, mais on sait pas. Et puis on l'a appris en plus par communiqué de presse, alors qu'on est les victimes, donc on est directement touché. Et donc c'est vrai que c'est un peu, on va dire, déstabilisant d'apprendre ça par la presse, alors que bon bah normalement on est censé l'avoir appris directement de nous et que ça sorte ensuite à la presse. Donc c'est ce que j'avais demandé, vous n'avez pas d'idée malheureusement du délai que ça peut encore prendre au niveau de l'UCI en tout cas. Non, voilà, on espère vraiment que ça soit en mode courant janvier. Normalement, les dernières nouvelles qu'on a eues, c'est que voilà, en principe fin janvier, le dossier à l'UCI serait clôturé. Donc, mais après, on n'en a aucune certitude. C'est ce qu'on souhaite aussi. Mais voilà, pour l'instant, c'est le flou total, quoi. Actuellement, on a l'impression que bah, voilà, les filles sont sous contrat et malheureusement, elles n'ont pas forcément de soutien. Il y a des syndicats qui commencent à se créer dans le peloton féminin. Est-ce que vous appelez justement à la création de systèmes d'assistance un peu via les fédérations, via l'UCI? Oui, je pense que voilà, c'est nécessaire. On va dire que d'autant plus le cyclisme féminin, on va dire, il y a beaucoup d'hommes au final qui sont dans les équipes. Donc moi, je pense qu'il faudrait mettre en place, par exemple, soit avoir un psychologue, on va dire, référent pour que voilà, les cyclistes femmes puissent communiquer, essayer d'établir un lien justement avec une femme, on va dire, référente par équipe, afin qu'ils puissent, on va dire, communiquer s'il y a un souci. Voilà, moi, suite à mon histoire, moi, j'ai vraiment parlé aussi pour que ça bouge. Voilà, depuis quelques mois avant, il y avait en France notamment l'association française de coureurs cyclistes qui s'était créée. Et donc, suite à mon histoire, suite à ce que je parle, voilà, il y a un numéro vert maintenant qui est mis en place en quelque sorte pour que si ça arrive des violences, on va dire sexuelles, que des personnes puissent parler et ne restent pas justement dans le silence et dans l'isolement. Et moi, c'est vraiment ça que je veux souligner et je souhaite vraiment m'investir en fait
dans ces projets-là pour dire que voilà, faut plus que ça recommence, quoi. Vous avez déjà justement eu des contacts, que ce soit par exemple avec l'association des coureurs cyclistes ou avec d'autres coureuses pour justement avancer sur ces thématiques? Oui, voilà, l'association coureurs cyclistes, au départ, je m'étais investie avec eux, donc après, j'ai dû me retirer forcément suite à mon affaire. Mais parce que du coup, j'avais pas encore dit la vérité, mais ils m'ont tout de suite soutenu après que je sois passée à la télé le 8 mars 2020. Voilà, ils m'ont Mhm. vraiment affiché leur soutien. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont mis en place ce numéro. Et voilà, de temps en temps, ils m'écrivent et ça fait toujours plaisir. Ensuite, moi aussi, par le biais de mon travail, comme je suis professeur dans un lycée, je me suis rapprochée aussi de mon rectorat. Mhm. Et voilà, je souhaite vraiment m'investir dans les sports-études et puis aussi pour les formations d'éducateurs sportifs, pour la prévention sur le dopage et pour les violences sexuelles. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur et voilà, j'ai vraiment envie de m'investir dans ces deux sujets pour parler et pour partager aussi mon expérience, quoi. Justement, aujourd'hui, quand on vous suit sur Strava, l'application, on peut suivre les sorties cyclistes. On découvre vraiment des sorties de plusieurs heures dans l'école, etc. Vous avez retrouvé la passion du vélo justement depuis mars. Oui, voilà. Après mon passage à la télé, en fait, c'est comme si on m'avait enlevé un énorme poids et j'ai pu vraiment, du coup, retrouver cette passion avec le vélo parce qu'au final, elle m'avait jamais quittée. C'est quelque chose, je pense, que maintenant j'ai en moi et voilà, j'ai repris vraiment le goût à l'effort. C'est sûr qu'après, le niveau, il est moindre, hein, mais au final, j'ai quand même fait quasiment 20 000 kilomètres cette année et je l'aurais jamais cru puisque en janvier, février, mars, je roulais très peu. Et voilà, cet été, j'ai pu faire des beaux défis, on va dire, avec par exemple le Tour du Mont Blanc, ou j'ai fait aussi 24 heures à l'Alpe d'Huez. Et voilà, je suis toujours autant passionnée. Et au final, j'ai vraiment voilà, envie de retrouver ce plaisir sur le vélo qui m'a toujours animée. Est-ce que vous songez à un retour dans le peloton professionnel ou même une reconversion dans le monde du cyclisme à un autre poste? On va dire que j'exclus rien. Hmm. C'est-à-dire que voilà, je sais que je peux reprendre à partir du 19 juillet, donc ça dans 6 mois. Après, est-ce que voilà, je reviendrai à la compétition sur route? Je pense oui. Après, au niveau, je ne sais pas. Après, voilà, comme j'ai dit, je veux pas revenir pour revenir. Si je Mhm. reviens, voilà, c'est que je me serai préparée, c'est que je serai prête, on va dire, autant sur le plan physique que sur le plan mental, parce que forcément, je me doute que j'aurai peut-être voilà, des paroles désobligeantes et tout. Et voilà, je sais que voilà, j'ai pas envie que ça me touche et moi j'ai envie de continuer ma route. Et après, voilà, j'ai pas vraiment de date de fixer. J'ai plusieurs peut-être défis. J'hésite voilà, à faire aussi des triathlons, qui est un sport aussi qui me passionne vraiment énormément. Mhm. Comme voilà, j'aime bien alterner, on va dire, différents sports. Mais je sais que voilà, en 2021, de toute façon, quoi qu'il arrive, je referai une course sur route, ça c'est sûr. Après, peut-être du coup me relancer vraiment en 2022, on va dire sur une saison complète, puisque là, je vais revenir vraiment pour quelques mois. Mais c'est quelque chose voilà, que je referme pas la porte et j'ai vraiment envie de recommencer. Et ensuite, Mhm. côté encadrement, là, c'est quelque chose aussi qui me plairait. C'est sûr que comme j'ai dit, voilà, je vais essayer de m'investir, de faire des conférences et tout sur la prévention du dopage et aussi sur les violences sexuelles. Mais après aussi partager vraiment avec des jeunes, m'investir dans l'encadrement, c'est quelque chose aussi que j'aime. Qu'est-ce que vous souhaiteriez dire à une jeune cycliste qui souhaiterait aujourd'hui se lancer dans le monde cycliste professionnel? Je souhaiterais dire que voilà, en fait, on peut aimer son sport, on va dire, vraiment, mais après, faut faire attention justement à que ça soit pas excessif, parce que si c'est excessif, justement, c'est ce qui peut aussi détruire, comme moi j'ai vécu. Et donc aussi vivre avec d'autres, on va dire, d'autres sujets, d'autres passions. Ne jamais aussi, par exemple, s'isoler comme moi j'ai pu faire. Mhm. Et voilà, n'être pas prête à tout pour passer, on va dire, cycliste professionnel. Et vraiment toujours garder cet esprit plaisir. Et si on n'a plus cet esprit plaisir, ça veut dire
que ça va pas et il faut réussir à arrêter. Et ça, des fois, c'est le plus dur et dire stop, quoi. J'ai une dernière question. Est-ce que justement, vous pensez que le fait que vous en êtes arrivé là et que des personnes comme Marc Braque ont pu avoir le comportement qu'ils ont eu, c'est aussi qu'il y a une sorte de manque de professionnalisation du cyclisme féminin et que malheureusement il y a des équipes qui peuvent se créer parfois avec malheureusement un personnel qui n'a pas les bons comportements, avec des budgets qui sont très ric-rac et donc du coup avec des filles qui estiment qu'elles doivent faire des sacrifices pour justement pouvoir être professionnelles. Est-ce que l'UCI doit justement aller dans ce sens de pousser une certaine professionnalisation, quitte à ce que certaines équipes ne puissent plus exister aujourd'hui? Oui, c'est sûr que voilà, le développement du cyclisme féminin, il y a encore beaucoup de travail, hein, ça évolue. On l'a vu par le biais de courses qui se construisent, on l'a vu aussi par le World Tour maintenant qui demande un salaire minimum, mais voilà, ça touche qu'au final très peu d'équipes, parce que très peu d'équipes, on va dire, peuvent payer les filles. Voilà, c'est sûr que moi j'étais cycliste professionnelle, mais uniquement sur le papier, c'est-à-dire que j'avais aucun salaire. Et après, voilà, dans mon ancienne équipe, il y en avait qui touchaient de l'argent, mais elles ne pouvaient pas en vivre. Donc c'est quelque chose voilà, qui est encore assez compliqué. Après, il y a vraiment encore voilà, beaucoup de progrès à faire là-dessus, puisque justement, c'est plus facile du coup que ça soit une personne qui crée en ayant des sponsors. Et donc, on va dire que ça soit lui le dirigeant vraiment de l'équipe. Et c'est des fois ce qui peut créer aussi des déboires, puisque c'est lui le seul décisionnaire. Et donc après, c'est ça qui est compliqué, c'est-à-dire que on peut avoir de tout justement dans ces différentes équipes avec des personnes qui créent comme ça et qui après peuvent justement être mal intentionnées. Merci à Marion Sicot pour sa disponibilité et sa franchise, et bonne chance à elle, que ce soit dans le peloton ou non. La tête dans le guidon revient le mois prochain avec un ou une autre invitée. Si vous avez des commentaires, des améliorations, des propositions, n'hésitez pas à me les communiquer via Twitter sur Greg Yenko, Gregienco. Vous pouvez également suivre l'actualité cycliste sur cyclismerevue.be et poursuivre votre découverte de podcasts sur blueprint.pm. Merci encore pour votre écoute et à bientôt sur Cyclisme Revue et Blueprint.